Bienvenue dans les talks du capitalisme responsable. Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le délégué général de l'Institut. Chaque mois, avec Caroline Delamarnière, nous vous proposons d'échanger pendant 60 minutes avec un acteur du capitalisme pour cerner mieux ce qu'est la responsabilité, les formes qu'elle prend, les difficultés qu'elle rencontre, ce qu'il reste à inventer. L'Institut en est intimement convaincu, il est essentiel de faire savoir au plus grand nombre à quel point l'entreprise et les investisseurs peuvent changer le monde par leur comportement. Le capitalisme qui sait où il va, guidé par la responsabilité, est une force invincible. Nos intervenants seront des dirigeants opérationnels, des financiers ou des experts. À chaque fois, nous aborderons la responsabilité sous un angle particulier. Comment la formuler? Comment la mesurer? Comment la récompenser? Est-elle rentable? Les échanges seront libres. Vous pourrez à tout instant partager vos remarques et poser vos questions sur le chat. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Cécile Belliot, DGA du groupe Bell, et je laisse Caroline Delamarnière vous la présenter. Merci beaucoup Stéphane. Alors Cécile, je vais vous présenter en quelques mots et puis on y reviendra. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est cet engagement que l'on sent très très fort. D'abord 20 ans chez Danone avant de rejoindre le groupe Bell en mars 2018 et puis chez Danone, différents postes à l'international, en Belgique, en Russie, dans les eaux en 2014, directrice générale de One Danone France et Danone Eau France et Benelux en 2018. Donc un parcours très éclectique, très mouvant, très dynamique, très engagé. Et aujourd'hui, vous êtes en charge de conduire la transformation stratégique du groupe Danone, ce qui nous a amené à vous solliciter pour une thématique que l'on va dire de très grande actualité sur le cas Danone, entre engagement climatique et sociétaux. Est-ce que l'entreprise doit choisir? Alors, si je reviens d'ailleurs au cas Danone, je mentionnerai le fait que la présidence a été reprise par un membre très actif du conseil d'administration de l'Institut du capitalisme responsable, Gilles Chic. Et on va revenir sur ces sujets parce que finalement, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet d'actualité qui n'est pas toujours bien connu, assez déroutant. Et ce que je propose, c'est que Stéphane va lancer la première question, on va vous poser quelques questions avant de démarrer toute une session de chat avec nos internautes. Donc Stéphane, je te laisse poser la première question. Merci Caroline. Alors effectivement, avec Cécile Belliot, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a fonctionné des deux côtés de la force en quelque sorte. Elle a travaillé dans des groupes cotés, elle travaille aujourd'hui dans une entreprise familiale. Et donc, j'ai envie de lui poser la question suivante. Est-ce que le modèle familial en matière de responsabilité, le modèle familial, est-ce qu'il fait vraiment mieux que le modèle coté? Ou, et c'est la question inversée, est-ce qu'il y a une malédiction qui pèse sur les entreprises cotées, sur l'expression durable de la responsabilité? Alors, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait un modèle familial ou qu'il y ait un modèle d'entreprise cotée. Je pense qu'il y a des entreprises cotées, des entreprises familiales, des cultures d'entreprise. Pour revenir au modèle familial qui est au cœur de votre question, on sait aussi que dans un modèle familial, il y a la première génération, la deuxième génération, la troisième. La majorité d'ailleurs des entreprises familiales ne passent pas la troisième génération. C'est 80% des entreprises familiales qui s'arrêtent à ce moment-là. Donc, il y a aussi, je pense, dans la gouvernance des entreprises familiales, des moments qui peuvent être différents et qui, du coup, amènent des gouvernances différentes. Moi, ce que je vis, en tout cas, parce que je suis là plutôt pour témoigner de ce que je connais et de ce que je vis, ce qu'on vit, en tout cas, chez Bell, donc Bell, pour que tout le monde comprenne bien, c'est un groupe familial, c'est la 5e génération. Antoine Fivet, qui est le CIO, est aussi donc l'arrière-petit-fils de Léon Bell, qui a créé l'entreprise il y a 150 ans quand même déjà. Et ce que je vis en tout cas au quotidien et les gros avantages que je vois au modèle familial par rapport à la question de la responsabilité, c'est la vision long terme. C'est-à-dire que l'obsession de mes actionnaires, c'est la transmission. C'est très très intéressant en fait comme façon d'appréhender l'entreprise. Ils ne sont pas dans le temps court, ils sont dans le temps long, ça fait 5 générations que cette entreprise est là. Comment je m'assure qu'elle soit encore là dans 5 générations? Donc, c'est vrai que c'est un angle de vue qui est un petit peu différent de celui que je connaissais avant.
Il y a aussi un avantage qui est la constance dans la gouvernance. Donc Antoine Fiavet, qui est le CIO, a pris l'entreprise il y a 20 ans, a posé il y a 20 ans ce sujet de la RSE. Hein, dès son arrivée dans l'entreprise, c'est vraiment comme ça qu'il a marqué en fait un tournant. Et en fait, ça fait 20 ans qu'il est là et donc ça fait 20 ans qu'il construit ça. Donc il y a cette forme de constance qui est un énorme avantage quand même. Mais le modèle familial, c'est aussi, ça je pense que c'est peut-être lié aux cultures d'entreprise, en tout cas c'est très fort chez Bell, c'est un esprit très entrepreneurial et on n'y pense pas souvent. L'origine en fait de Bell, c'est l'innovation avec cette vache qui rit qui est en fait un fromage fondu qu'on a pensé à mettre dans une portion et on a mis ça en portion pour pouvoir le vendre et l'exporter dans le monde entier. Et ça a été le début du marketing en fait, la vache qui rit. Il y a 100 ans, en fait, c'est une icône qui a été créée. Donc, il y a énormément d'audace, il y a énormément d'esprit entrepreneurial. Et ça, c'est resté dans les racines de l'entreprise et dans la culture de l'entreprise. Et quand on regarde, c'est intéressant, les datas qui sont sorties sur l'année dernière, puisque l'année dernière, on a fait face au Covid, donc à un moment de rupture dans énormément de marchés qui nous a tous amenés à nous re-questionner, réinventer, on s'aperçoit que les entreprises familiales ont été plutôt plus résilientes. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une notion de résilience et d'agilité dans le modèle familial, en tout cas dans celui que je vis aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile. Alors, ça, c'est pour planter le décor sur la responsabilité. Si on revient plus spécifiquement sur notre sujet du jour, le choix ou l'arbitrage ou les priorités qu'on va accorder à un engagement social versus un engagement environnemental. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà où est le lien? Quel est le lien chez Bell? Dans quelle mesure est-ce que les engagements sociaux sont reliés ou en lien avec les engagements environnementaux? En fait, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette relation? Alors, moi, je reviendrai déjà à ce qu'on a posé, nous, comme mission d'entreprise. Chez Bell, on se dit qu'on est là pour apporter, et j'insiste, au plus grand nombre, et j'insiste parce que c'est important, c'est vraiment dans l'ADN de Bell, donc pour apporter au plus grand nombre une alimentation plus saine et responsable. Et vous voyez bien que dans cette phrase qu'on a synthétisée autour de notre signature corporate, qui est un peu notre motto, hein, quand on dit Bell for all, for good, c'est exactement ce qu'on a voulu expliquer. Et pourquoi il y a cette double tension? Donc, l'accessibilité, elle fait vraiment partie, encore une fois, de l'ADN de Bell. Nos marques, elles sont populaires, mais au bon sens du terme, populaires au vrai sens du terme, c'est-à-dire que la vache qui rit, ça parle à tout le monde. Pour vous donner un exemple, juste sur la France, c'est 1 frigo sur 2. Quand on regarde sur l'ensemble des produits Bell, c'est plus de 3 frigos sur 4. Quand on regarde où est distribuée la vache qui rit, parce que c'était un fromage qui se conserve, hein, parce que c'est un fromage qui est en portion, on a eu cette capacité de le vendre dans tous les pays. Vous allez en Afrique subsaharienne, vous allez trouver de la vache qui rit. Vous allez au Vietnam, vous allez trouver de la vache qui rit. Vous allez en Algérie, vous trouvez de la vache qui rit. Donc, dans tous ces pays-là, cet enjeu, encore une fois, de l'accessibilité est hyper fort. Et en même temps, on a posé depuis très longtemps l'enjeu de la responsabilité, c'est-à-dire comment on fait en sorte que notre modèle, on soit capable, encore une fois, de donner au plus grand nombre une alimentation saine et une alimentation qui va répondre aux 5 enjeux RSE qu'on a posés. Comment on fait évoluer la façon dont nos fermiers opèrent pour baisser l'impact carbone de l'élevage. On sait aujourd'hui que l'alimentation est au cœur du problème du climat. L'alimentation au sens large, c'est un quart, donc l'agriculture, les entreprises agroalimentaires, la distribution de cette alimentation, c'est plus d'un quart des émissions carbone de la planète. C'est plus que l'ensemble des transports. C'est plus que l'avion, plus le train, plus la voiture, plus... Donc, si vous voulez avoir un impact très vite sur votre impact carbone personnel, la première chose que vous devez travailler, c'est la façon dont vous vous alimentez. Donc, on a une responsabilité, mais on a aussi, et c'est ça qui est formidable, entre nos mains, une capacité d'impact qui est hyper forte. Donc, si on arrive à faire pivoter la façon dont nos fermiers travaillent, si on arrive à végétaliser de plus en plus l'alimentation, à amener de la protéine végétale,
Et si on arrive à faire tout ça en continuant et en gardant des food forms que les gens connaissent, que les gens apprécient, ben en fait, on fait pivoter très vite le système. Donc, on est à la fois une partie du problème, mais surtout, on est une vraie partie de la solution. Et donc, nous, c'est ça qu'on essaye en permanence de faire, c'est-à-dire de tenir cette double tension. Est-ce que ça nécessite de l'intelligence, de l'agilité? Ben, oui, parce qu'en fait, évidemment que c'est compliqué de tenir la tension de l'accessibilité tout en continuant à innover. Mais en tout cas, c'est notre motto et c'est à ça qu'on réfléchit et qu'on pense chaque jour. Et j'ai pas mal d'exemples, je pourrais après illustrer quand il y aura d'autres questions, j'imagine, sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà affronté, en tant que responsable, l'arbitrage à faire? Ça s'est déjà présenté? Un arbitrage entre un engagement climatique et un engagement social? Oui, ça se présente tous les jours quand on travaille justement sur des développements, des innovations. En fait, c'est toujours pareil. Nous, on est très clair on a un certain nombre d'engagements sur lesquels on ne reviendra pas. Donc, on a des red zones. Les red zones, on ne les franchit jamais. On sait par exemple qu'on a un engagement où on n'utilise pas de matières premières qui provoquent de la déforestation. Donc en fait, on va utiliser, quand on utilise de l'huile de palme, elle est certifiée et on ne sort jamais de ça. Est-ce qu'elle est plus chère? Elle est beaucoup plus chère. Est-ce qu'elle est plus chère dans des pays où on opère et où on a besoin de travailler l'accessibilité? Oui, c'est le cas, mais ça fait vraiment partie de nos no-go zones. Sur la dimension de donner des produits qui sont plus sains, bah là, c'est pareil. On a des no-go zones. On a des no-go zones sur la qualité de matière grasse, sur les quantités de matière grasse. Et puis après, il y a effectivement des zones en fait qui sont acceptables parce qu'on est dans le plus responsable et dans le plus sain, où on peut parfois arbitrer, se dire bah là, ce lancement-là, ce produit-là, il va d'abord soutenir le for all. Ça ne veut pas dire, je vais vous donner un exemple. On a développé aujourd'hui, on rentre en Inde et pour être accessible au plus grand nombre en Inde, on va rentrer et on a un format qui est un format sachet. Est-ce que je suis contente d'avoir un format sachet? Ben, c'est la seule façon d'être vendu à 10 roupies et donc de rendre accessible des produits laitiers au plus grand nombre. Est-ce que je me satisfais de mon sachet? Non. Et j'ai déjà des programmes d'innovation, de recherche pour pouvoir basculer sur des matières qui, parce que c'est notre vision du packaging, qui vont pouvoir disparaître, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur des matières fibreuses, sur des matières qui sont d'origine papier. Est-ce que je l'ai déjà, le produit parfait? Ben non, je ne l'ai pas encore. Est-ce que je suis claire avec mes équipes sur le fait qu'on est en permanence dans l'amélioration et que même si on lance aujourd'hui à 10 roupies avec ce mix-là, on a un programme pour que dans 18 mois, 2 ans, eh ben, on fasse mieux. Et c'est ça qui est important. On ne prétend jamais être parfait. On n'est jamais parfait sur toutes les dimensions. Et si on cherche alerte, en fait, on ne fait jamais rien. Par contre, ce qui est important, c'est d'être dans le progrès continu. Et on a sur chacun de nos projets des marqueurs. C'est-à-dire qu'on assesse sur toutes ces dimensions-là, la nutrition, le packaging durable, l'agriculture durable, l'impact carbone. On assesse tous nos projets. Donc, on sait là où ils sont bons, mieux disant, on sait là où on n'est pas encore, là où on voudrait être, et on s'améliore au fur et à mesure. Vous le dites vous-même, le bio, c'est plus cher. Se fournir en bio, rendre plus écolo tous nos process, etc., c'est plus cher. Comment est-ce qu'on peut se développer économiquement et en même temps concilier la convergence de ces enjeux à la fois sociaux et environnementaux? Est-ce que ce n'est pas du bullshit que vous nous racontez là? Non, en tout cas, nous, on le vit au quotidien et on n'est pas du tout dans la promesse ou dans l'incantation, nous, on est dans l'action. Vraiment, tout ce dont je vous parle, c'est des projets concrets, c'est des initiatives. Oui, le bio, c'est plus cher. Maintenant, quand on fait du bio en portion, on le rend accessible. Quand on fait du bio sur vache qui rit, c'est un fromage organique qui est en dessous de 2 €. Vous n'allez pas en trouver beaucoup. Et le bio est une réponse, ça n'est pas la seule réponse. Quand on fait bouger les pratiques de nos fermiers, qu'on demande à nos fermiers d'avoir une agriculture où on leur demande de mesurer leur impact carbone, de le faire baisser parce qu'on leur demande d'avoir des vaches au pâturage pendant 150 jours, quand on leur demande d'avoir des vaches nourries aux non-OGM, c'est pas vrai que ça coûte plus cher. En fait, c'est assez intéressant. C'est pas si vrai que ça coûte plus cher. Par contre, ça demande de la transformation, ça demande de travailler différemment. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de la visibilité sur son revenu. Et quand les fermiers, en fait, ils ne savent pas combien ils vont gagner à la fin du mois, hein, les agriculteurs, quand ils n'ont pas cette visibilité-là, c'est impossible pour eux de faire le premier pas de la transformation. Et c'est là où nous, on les a accompagnés. Donc,
moi, je pense qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui arrivent à gérer cette tension. Vous voyez des entreprises comme Decathlon, qui est aussi sur comment je rends le sport accessible au plus grand nombre. Ils vont développer des innovations et ils vont les rendre accessibles et ils sont obsédés par la RSE. Vous voyez une boîte comme Ikea. Ikea est très engagée aussi. Elle porte aussi cette notion d'accessibilité. Donc, en tout cas, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'innovation. Ça demande aussi d'accepter de faire des petits pas, pas à pas, et d'être dans une logique de progrès continu. Mais en tout cas, c'est faisable. Et je voulais peut-être rebondir aussi sur un du point que vous souleviez, parce que vous faisiez le lien dans votre question avec, au-delà de social versus environnemental, vous avez posé le sujet de la performance en fait, financière de tout ça. Et j'aimerais vraiment rebondir là-dessus parce que l'actualité est assez brûlante, comme vous le mentionnez au démarrage de ce talk. Moi, il y a vraiment une idée que j'aimerais tuer parce qu'on le lit beaucoup aujourd'hui. C'est que, évidemment, que les engagements RSE et la performance sont liés. Et évidemment qu'on a besoin des deux. Et pourquoi on a besoin des deux? La responsabilité sociale, c'est l'utilité de l'entreprise, c'est ce qu'on vise. C'est bien ça qui est notre objectif à tous. Seule la performance nous permet de nous transformer, d'agir, de modifier la façon dont on opère. Si vous n'avez pas de cash pour être capable d'investir dans vos usines et faire baisser leur impact carbone, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas le cash pour justement innover, aujourd'hui on met un gros effort, nous, pour accélérer sur la protéine végétale. Si vous ne mettez pas des ressources sur la protéine végétale, l'innovation ne viendra pas. Donc, il faut bien qu'il y ait du fuel à cette transformation. La seule façon de réussir une ambition RSE, c'est d'être performant. Et inversement, la RSE vient nourrir la performance. Et ça, c'est la très bonne nouvelle de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être 20 ans, il y avait peu de gens qui étaient convaincus, mais aujourd'hui, tous nos concitoyens nous demandent ça. Et on sait que les consommateurs sont capables d'arbitrer et d'aller faire des choix et d'aller mettre les quelques centimes de plus quand ils ont la conviction que derrière, il y a une entreprise responsable. Donc, de plus en plus, moi, j'ai cette conviction-là que la responsabilité sociétale et environnementale va amener de la compétitivité et donc de la performance. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de performance pour nourrir tout ça. Donc, il ne faut pas les opposer. On a déjà quelques questions dans le chat. Oui. Alors, moi, j'ai envie de dire, Cécile, comment est-ce que vous avez partagé, oui, vos zones rouges et pour vous assurer que l'ensemble des salariés sont alignés, en fait, avec votre politique globale, autrement dit, quels sont les moyens de déploiement de façon très concrète et opérationnelle à l'interne dans le groupe Bell, et vous assurer que les zones rouges ne sont jamais dépassées. C'est une très bonne question. On a posé déjà les sujets RSE clés pour l'entreprise et ils sont 5. Il y a une dimension de, on veut faire du health sur food, donc une nourriture plus saine. On veut transformer les pratiques agricoles, donc on appelle ça Future of Farming. On a une ambition carbone qui est forte, puisqu'on veut viser une neutralité carbone sur l'ensemble du scope à horizon 2035. On veut avoir des packs qui sont plus durables et on a défini ce que ça veut dire. C'est-à-dire on veut un pack qui peut disparaître en fin de vie, donc ou biodégradable ou recyclable dans les pays où il y a des systèmes de recyclage, parce qu'il y a des pays où il n'y en a pas. Donc sinon, ce pack doit pouvoir disparaître. Et on a le dernier engagement, qui est cet engagement que je partageais, qui était l'engagement de l'accessibilité, de l'affordability. Sur ces 5 piliers, on a mis en fait des KPI pour suivre les progrès. Et sur ces 5 piliers, par exemple, je vais prendre l'exemple du Healthy Nutrition, on a défini 2 axes. Un axe qui va être celui de la naturalité, un axe qui va être celui de la nutrition. Parce qu'en fait, dans cette dimension de healthy food, il y a les deux. Et on regarde quoi sur la naturalité? Donc, on a, donc par exemple, aujourd'hui, on n'a plus de colorants dans la recette, on n'a plus d'additifs. Donc, on a ce premier axe. On a un deuxième axe qui va être autour du taux de sel, du taux de matière grasse, l'apport en calcium, l'apport en protéines, etc. Et ces 2 axes ont permis de définir ces fameuses zones rouges qui n'ont pas été définies en interne, qui ont été définies systématiquement, et ça, ce qui est intéressant, avec des stakeholders externes. Parce qu'on est vraiment sur des sujets où il y a besoin d'expertise et où c'est l'extérieur, en fait, qui va venir nous challenger, qui va nous dire, en Afrique subsaharienne, le bon niveau, vos produits doivent être enrichis en iode, en calcium, en vitamine D, en zinc,
parce que ce sont les déficiences de ces pays-là. Donc, nous, on s'entoure d'externes qui vont nous nourrir et nous aider à écrire nos roadmaps. Quand on a défini nos red zones, justement, nos 2 axes, à chaque fois, c'est déployé à travers les grands processus de l'entreprise. C'est-à-dire que sur l'innovation, on a des processus et des comités qui s'appellent les comités de développement. Il y en a dans chaque pays, il y en a au niveau de chaque marque globale et il y en a au niveau du groupe. Eh bien, chaque responsable de ces comités de développement, localement, globalement et au niveau du groupe, est parfaitement outillé, c'est-à-dire dispose en fait de ce que je vous disais, de ces métriques, et chaque projet qui va rentrer en fait en comité de développement sera évalué sur ces dimensions-là. Donc il y a eu tout un travail en fait de définition des KPI et après de formation de nos équipes pour qu'ils soient capables effectivement de comprendre ce que c'est qu'impact responsable, de comprendre où sont les no-go zones et quand il y a des situations d'arbitrage qui ne sont pas dans les no-go zones, mais qui génèrent des tensions, bah en fait, ça peut remonter. Et on en discute. Et à chaque fois, ce qui est important, encore une fois, il faut à chaque fois expliquer. Il faut à chaque fois contextualiser. Donc, il y a un vrai effort. Et je ne dis pas du tout qu'on est au bout du chemin. Hein. Il y a un énorme effort, en fait, de formation sur ces sujets-là. Donc, et de construire cette culture, effectivement, RSE. Dans le prolongement de la question de Caroline tout à l'heure sur comment faire en sorte que les forces vives internes, les salariés, soient alignés avec cette doctrine-là, il y a une question plus difficile, c'est est-ce que vous pouvez, c'est posé par un des participants, est-ce que vous pouvez contrôler vos sous-traitants dans le monde? En fait, c'est une très très bonne question et effectivement, ça a été un énorme travail de la part de notre équipe achat et on a évidemment assessé l'ensemble de nos fournisseurs et on assesse évidemment l'ensemble de nos fournisseurs sur ces critères RSE. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a autant de data que ce qu'on aimerait avoir sur l'ensemble de notre sourcing parce que le travail est monumental, mais c'est toujours pareil, hein, on a découpé l'éléphant en petits morceaux et on a commencé. Et aujourd'hui, on a effectivement une database très, très conséquente qui nous permet d'avoir en tout cas les informations minimum dont on a besoin pour travailler aujourd'hui chez Bell. On a besoin d'avoir des garanties de la part de nos fournisseurs et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait changer le système. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus on est nombreux, nous on a été les premiers à demander de l'huile de palme responsable sur l'Égypte, sur l'Algérie, ça n'existait pas, personne ne l'avait demandé. Ben, on a créé la filière. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on crée la filière, puis bonne nouvelle, il y a de plus en plus de gens qui en fait, commencent à se rallier à ces sujets-là et qui avancent avec nous. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil avec nos suppliers, c'est on leur demande un effort, mais comme on est dans la vision long terme, nous, on n'a pas tellement de problème à les accompagner et à les accompagner sur le long terme à partir du moment où ils acceptent de se transformer eux-mêmes. Et ça, c'est un énorme travail de la part de l'équipe achat. Et je rebondirai juste là-dessus parce que ça illustre bien en fait la transformation en cours. Aujourd'hui, je ne demande pas à mes acheteurs d'être des négociateurs comme on le demandait avant. C'est-à-dire qu'avant, la seule conversation que les achats avaient, c'était des conversations de prix. Or, et c'est un énorme boulot à faire, hein, il y a des gens qui ont acheté pendant des années en ne parlant que de prix, à qui on a dit en fait, ça c'est plus possible en fait. Ça ne veut pas dire que le prix ne fait pas partie de l'équation, c'est absurde de dire ça. Mais ça ne peut pas être le critère de choix. Ça ne peut pas être le seul critère de choix. Et donc, aujourd'hui, on a des acheteurs qui sont effectivement devenus capables de discuter l'ensemble des dimensions RSE. Donc, quand j'ai un acheteur lait, il ne va pas converser sur le prix du lait. D'ailleurs, vous savez quoi? Bonne nouvelle, il est fixé pour 1 an. Donc, comme ça, il n'y a même plus à le négocier. Par contre, la conversation qu'il va avoir avec les fermiers, c'est comment vous êtes passé au free gazing, vous êtes passé au non-GMO, comment maintenant je mesure votre impact carbone, comment je vous fais passer à l'agriculture régénérative, quelles sont les fermes pilotes que je vais utiliser qui vont me permettre de montrer l'exemple. Donc, vous voyez bien que le travail d'acheteur a fondamentalement bougé par rapport à ce qu'il était il y a 20 ans. On a en particulier 2 questions qu'on aimerait vous poser. À propos des indicateurs qu'on va qualifier d'intégrés, c'est-à-dire des indicateurs articulés entre justement la data, enfin les indicateurs qui mesurent la performance économique et financière, et puis des indicateurs qui vont mesurer votre engagement environnemental et social. Est-ce que tout ça est éclaté ou est-ce que tout ça est articulé, regroupé et je dirais presque intégré? Deuxième question,
Si on vous écoute, on se dit, mais ben, c'est vraiment un groupe fantastique, formidable, etc. Est-ce que vous avez l'intention de devenir entreprise à mission? Est-ce que vous avez une raison d'être? Est-ce que vous avez l'intention de faire voter la raison d'être dans les statuts? Alors, c'est une très bonne question sur les indicateurs de performance. Il y a un mouvement qu'a opéré Bell il y a maintenant plus d'un an, mais qui est très, très intéressant, je trouve. On est absolument convaincu que la performance de l'entreprise, elle doit se mesurer sur les deux jambes. La performance financière, ce que je veux dire, on en a besoin en fait. On n'est pas une ONG, donc on a besoin de ça pour se transformer et réussir. Et la performance RSE. Et on a mis tout ça sous une seule et même direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CFO est aussi en charge de la responsabilité de l'ensemble de la RSE. Et ce qui se passe quand on met ça au sein de la même direction, qui est finalement la fonction au COMEX de pilotage de la performance, au sens large de la performance, pas uniquement financière, et ben, ce qui est génial, c'est que ce qui se met en place, c'est qu'effectivement, on met en place des outils que dans SAP, je vais vous donner un exemple, maintenant dans SAP, je suis capable d'identifier ce qu'on appelle nos recettes positives, c'est-à-dire tous les produits qui sont, alors là pour le coup, dans la box green en termes de naturalité et de nutrition. Et donc, je suis capable de mesurer, à chaque fois que j'ai une business review avec mes pays, quel pourcentage de tes produits sont des recettes positives, quel est le niveau de croissance que tu as sur ces recettes positives. Et c'est intéressant parce qu'on voit que plus j'ai des recettes qui sont dans la green zone, plus j'ai de croissance. Comme quoi, il y a quand même vraiment un lien. Donc, on a mis dans les outils de pilotage de l'entreprise la RSE au même niveau que la finance. Et c'est hyper important parce qu'une boîte, vous la ferez bouger qu'à travers les conversations que vous générez. Moi, je suis absolument convaincue que la transformation, en fait, RSE, la transformation du modèle, c'est uniquement une question de leadership. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que vous avez des leaders engagés? Est-ce que vous avez ce que j'appelle moi des activistes? Si vous avez des acheteurs qui continuent à croire que leur métier, c'est d'acheter au plus bas prix, ça ne va pas marcher. Vous mettez des activistes qui sont convaincus que le climate change, ce n'est pas négociable, ils vont vous trouver une façon de bien acheter, au sens large, d'avoir le bon prix et en plus d'avoir le bon supplier qui nous suit sur la transformation. Et en fait, il y a assuré qu'on a des activistes sur toute la chaîne, à tous les échelons de l'entreprise, et assurer que le mouvement se fait parce que vous, dans vos conversations managériales, vous intégrez la double dimension. Donc, une fois que vous pilotez la performance financière, comme vous pilotez la performance RSE, c'est gagné. Quand vous mettez dans vos processus de développement que vous allez regarder autant la marge générée par une innovation que est-ce qu'en termes de RSE, elle coche les cases et que vous mettez les deux au même niveau, vous allez faire bouger le système. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'envisage. Et c'est comme ça qu'on le fait vivre aux salariés tous les jours. La deuxième question que vous aviez, c'était sur entreprise à mission. C'est intéressant parce que quand je vous disais que nous, la RSE, la boîte le vit depuis 20 ans et on s'intéresse à l'action. On est une boîte de taille assez petite dans l'univers du food. Bell, ça fait 3,5 milliards. Donc, on est très, très loin des Danone, des Nestlé, des Unilever. Ce qui veut dire en fait que j'ai une très petite équipe en centrale pour s'occuper de la RSE. Donc en fait, la question c'était, est-ce qu'on va vite sur entreprise à mission? Et on a regardé en fait tout ce qu'on avait à faire et il y avait quand même plein d'autres choses à faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant et qu'on ne va pas y aller. Je suis absolument convaincue qu'on va y aller, mais c'est énormément de travail en fait. Et comme aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur l'action et sur le faire avant de dire, moi, j'ai une mission qui est connue par l'ensemble des salariés et je vous l'ai dit, c'est Champion Healthier and Responsible Food for All. On a un motto qui est For All for Good. On a évidemment travaillé aussi sur un modèle d'entreprise d'un point de vue social. Donc oui, on sortira avec une raison d'être. Mais si vous me demandez pourquoi je ne suis pas sortie le premier, juste parce que j'ai arbitré sur mes ressources et que je préfère être dans le faire que dans le faire savoir. Et ça sera toujours comme ça qu'on prendra les choses. Donc, on est surtout obsédé aujourd'hui sur le fait que nos équipes arrivent à délivrer la feuille de route qu'on s'est fixée. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas le sujet de l'entreprise à mission. Encore une fois, ce que je trouve intéressant dans l'entreprise à mission,
C'est quand dans la gouvernance, quand dans le board, on fait rentrer des gens externes qui viennent nous challenger. Mais ce que je vous ai décrit sur la façon dont on travaille de manière ouverte, aujourd'hui, toute notre feuille de route RSE, elle a été coécrite avec le WWF. Quand on s'attelle au problème du bien-être animal, on travaille avec des ONG qui sont des experts du bien-être animal, le CIWF. Ces gens-là, ils ne sont pas du tout là pour nous servir la soupe, hein. Ils sont là pour nous faire bouger. Donc, je trouve que c'est très bien d'avoir ce type de gouvernance ouverte. Est-ce que parce qu'on n'est pas entreprise à mission, on ne fait pas autant que les autres? Bah, c'est pas sûr. Une question qui arrive de la part d'un des participants, d'une des participantes. Est-ce qu'en période de crise, et on revient à la question centrale du talk, hein, est-ce qu'en période de crise, le volet social ne l'emporte pas sur le volet environnemental? Est-ce que la tentation n'est pas de sacrifier un petit peu la lutte anti-réchauffement climatique pour tout simplement aider les gens à passer la mauvaise passe? Je suis persuadée qu'encore une fois, on est capable de faire les deux. Donc, on essaye à chaque fois de... En fait, si vous savez, c'est comme les tensions dont on parle souvent entre le court terme, le moyen et le long terme. Bah, en fait, le job d'un leader, c'est d'aligner les trois. On ne peut pas faire des choses à court terme qui compromettent le moyen et le long terme. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et donc, à terme, on a 10 milliards de personnes à nourrir, 10 milliards, sur une planète qui est encore là. Donc, on a besoin de s'atteler à la planète, aux ressources de la planète et aux 10 milliards de personnes. Et donc, oui, est-ce que ce job est exigeant? Oui, est-ce que ça nécessite de l'ouverture, de la créativité? Oui, c'est plus difficile. Mais là encore, c'est pour ça qu'on choisit avec beaucoup de soin tous nos leaders. Et on les choisit très, très motivés, très, très activistes, parce qu'on veut qu'ils soient capables de résoudre ces contradictions. À propos de leader, Cécile, on a des questions sur la composition du conseil d'administration. Les questions, c'est est-ce que vous avez des actionnaires, des salariés, administrateurs, et quelle est la part de ces salariés? Est-ce que vous avez des parties prenantes, par exemple des partenaires, des clients, etc., dans votre conseil d'administration? Quelle est la mobilisation du conseil d'administration autour de ces sujets? Est-ce qu'il y a un temps fort qui est dédié spécifiquement à ces sujets? Comment ça marche? Oui, alors c'est une très bonne question et encore une fois, je ne prétends pas qu'on soit parfait et arrivé au bout du chemin en termes de gouvernance parce que c'est des sujets qu'on travaille encore aujourd'hui. Donc oui, évidemment, nous avons des salariés au conseil d'administration. On a 2 salariés sur 8, donc on a une part qui est importante, un conseil d'administration avec des salariés. Et la gouvernance qu'on est en train de penser, hein, qui n'est pas encore mise en œuvre, mais sur lequel je sais qu'on a un engagement très fort de la part de mon CIO, c'est justement d'amener au sein de ce conseil d'administration des externes qui vont porter vraiment le sujet de la RSE et venir nous challenger au sein du conseil d'administration. Donc, ça fait partie des choses qui sont prévues, absolument. Parce que je pense que ça fait partie d'une bonne gouvernance d'avoir justement des gens qui sont capables de poser ce point de vue-là dans le conseil d'administration et nous aider, puisqu'encore une fois, on construit bien, hein, les 2 roadmaps sont présentés systématiquement au conseil d'administration. Sur le rôle que la technologie va jouer dans les efforts que Bell fait pour faire baisser l'impact carbone. Il y a des méthodes traditionnelles, vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais est-ce que la technologie vous aide beaucoup? Est-ce que c'est une dimension très importante de l'effort que vous faites ou finalement dans le food, c'est moins important qu'ailleurs? Je suis absolument convaincue que la technologie est un support à notre transformation aujourd'hui. Nous, on le voit par exemple, on a fait des vrais pas de géant sur les 2-3 dernières années à travers l'utilisation de la data et l'utilisation de la data justement pour aller plus vite, être plus pertinent dans nos choix et c'est une vraie aide à la décision. Et c'est intéressant parce qu'on a utilisé la data à la fois sur sa dimension, encore une fois, prendre des décisions plus rapides, être plus pertinent sur ce qu'attendent nos consommateurs, identifier des zones de croissance qu'on ne voyait pas. Donc ça, c'est de la data marché et ça va nous aider sur la performance économique. Et puis, on est en train d'utiliser la data pour que, je vous donne un exemple, ce n'est pas encore mis en œuvre, mais on travaille là-dessus, pour que chaque salarié puisse avoir conscience de en quoi son activité génère de l'impact carbone. C'est quand on commence à pouvoir mesurer les choses, c'est-à-dire
quel va être l'impact carbone de mon business quand je suis en pays, quel va être l'impact carbone de mon usine, quel va être l'impact carbone de moi personnellement dans ma fonction. Et donc, on travaille avec des équipes ISIT qui sont formidables et même des startups qui nous permettent justement, parce que maintenant, il y a vraiment un mode agile sur tous ces sujets de techno, qui nous permettent de mettre des outils qui sont hyper simples d'utilisation, très très, très, très simples en visualisation et qui permettent, encore une fois, de piloter mieux les deux jambes sur lesquelles on s'appuie. Alors, moi, je voudrais revenir sur le sujet de l'entreprise ambitieuse, parce qu'il y a des questions qui reviennent sur ce sujet. Vous dites que c'est beaucoup de boulot. Ce serait intéressant, d'ailleurs, vous nous dites pourquoi c'est beaucoup de boulot. Et puis, il y a un dispositif à mettre en place, un écosystème, et en particulier ce qu'on appelle un comité ou un conseil. C'est une démarche dans laquelle vous êtes engagé. Oui, non et pourquoi. Et comment vous voyez les choses fonctionner de façon plus générale? Comment vous structurez régulièrement votre dialogue avec les parties prenantes? C'est ce que je vous disais, on est engagé sur l'entreprise à mission. On n'est pas sorti encore parce que, encore une fois, ça prend du temps. Il y a 3 personnes dans mon équipe RSE, 3. J'en ai pas 20. Donc, quand elle travaille avec les fermiers, quand elle travaille avec les États-Unis sur avoir des fermes pilotes, sur l'agriculture régénérative, en fait, elle ne travaille pas sur j'ai écrit ma mission. Et encore une fois, la mission, elle existe. Apporter une alimentation plus saine et responsable pour tous, ça fait quand même un paquet d'années qu'elle est au sein du groupe. Donc après, on peut l'enrichir avec toutes les dimensions sociales, la façon dont on veut coordonner l'entreprise, la façon dont on veut... voilà, donc on y réfléchit, c'est en ce moment on travaille, mais on a géré nos priorités, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire que dans la gouvernance, on n'a pas aujourd'hui un dialogue en permanence avec des parties prenantes externes. Et c'est ce que je vous disais, les 5 piliers de la RSE, ils ont été écrits avec WWF. Notre roadmap sur l'agriculture durable, elle a été coécrite avec le WWF. Quand on est en train de travailler sur les pratiques de bien-être animal, toutes ces pratiques ont été coécrites avec le CIWF, ce sont des engagements. On a une charte sur la biodiversité. Cette charte sur la biodiversité, encore une fois, a été coécrite avec le WWF et avec des parties prenantes externes. Quand on travaille sur l'agriculture durable, on engage évidemment nos fermiers sur le sujet. On ne peut pas discuter de ça sans engager nos fermiers. Donc, on a une association de producteurs laitiers qui s'appelle la PBO et qu'on voit tous les 3 mois et qui travaille avec nous sur, voilà, aujourd'hui, il y a 50% de nos fermes en France qui sont capables de mesurer leur impact carbone. On a commencé alors, au-delà de le mesurer, c'est comment on reconstruit, par exemple, des haies et du bocage, parce que ça permet de ramener la biodiversité et de capter du carbone. Donc, il commence sur ces... Donc, on est dans un système qu'on veut le plus ouvert possible, avec justement des experts qui viennent nous challenger, ce que je vous disais, sur la nutrition. On travaille avec un panel d'experts nutritionnistes assez international, parce qu'on a un footprint international, pour être sûr que quand on rénove nos produits et qu'on les veut plus sains, on ait un expert du pays qui puisse nous dire là, vous êtes dans la bonne direction, parce que c'est exactement ça dont les enfants de ce pays-là, ce dont ils ont besoin. Donc, on a travaillé cet écosystème-là, et évidemment qu'après, ça sera structuré sous une gouvernance avec ce panel tel qu'il est décrit dans l'entreprise à mission. Mais aujourd'hui, on fait tout de manière très, très ouverte. Les sujets sont trop compliqués pour qu'on puisse, de l'intérieur, en fait, s'y atteler tout seul. D'autres questions. Il y a pas mal de personnes qui réagissent à ce que vous dites souvent. J'ai 3 personnes dans mon équipe RSE. Cécile, on a envie de vous provoquer un peu, dire, vous avez combien de personnes dans la direction financière? Parce que si la RSE est positionnée au même niveau que la direction financière, pourquoi est-ce qu'on a 3 personnes dans la direction RSE et pourquoi est-ce qu'on a probablement pléthore de personnes à la direction financière? En fait, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est la même question d'ailleurs qu'on pose souvent sur le digital quand on parle de transformation. C'est parce qu'en fait, les gens de la RSE, ils vont nous aider à poser les politiques. Et après, ce qu'on veut, c'est que chaque métier s'empare du sujet et que ça fasse partie. Donc, partie de son travail. Quand je vous dis aujourd'hui, quand la direction financière s'est emparée du sujet RSE, quand je vous dis qu'aujourd'hui, dans SAP, je suis capable de mesurer et de suivre et d'avoir des business reviews où je parle de mes recettes positives, ça a été fait par la finance, pas par l'équipe RSE. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment qu'au départ, j'ai besoin d'experts. Et encore une fois, quand on travaille ces politiques, ceux qui fixent le cadre, c'est eux.
les gens qui font, ce n'est pas eux. C'est nos acheteurs laitiers avec les agriculteurs. C'est la finance quand il s'agit d'établir les suivis de performance de la RSE. C'est le marketing quand il faut que nos marques deviennent ce qu'on appelle des purposeful brands, c'est-à-dire qu'elles prennent des social fights et qu'elles les traduisent concrètement en action, c'est-à-dire que les marques deviennent des marques activistes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça doit devenir le sujet de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que, même si ça met sous contrainte parfois sur des sujets comme l'entreprise à mission, qui sont des sujets voilà, un peu plus lourds de gouvernance, etc., sur le fait de faire, c'est vraiment à l'intérieur de chaque fonction qu'on le fait. Question sur un sujet qu'on étudie beaucoup à l'Institut, sur les dividendes. Donc, c'est évidemment pas directement lié au sujet du jour, mais quand même, c'est intéressant de poser cette question. Quelle est votre politique de distribution de dividendes ? Vous rémunérez le capital ou alors est-ce que vous avez une autre méthode? Est-ce que vous avez une sorte d'algorithme vous permettant de calculer le dividende? C'est assez, en fait, ça fait des années que c'est intégré dans la gouvernance de l'entreprise et je pense que ça n'a pas changé depuis, je sais pas, 20, 30 ans. En fait, c'est à chaque fois un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'on part du bénéfice de la fin d'année et il y a un tiers pour nos actionnaires, un tiers pour réinvestir dans la holding familiale qui, d'ailleurs, permet de créer des liens, d'investir dans des startups qui viennent aussi nous nourrir dans notre mission d'alimentation saine et responsable, et un tiers est investi systématiquement dans Bell. Donc voilà, après le profit peut varier, mais le un tiers, il ne bouge jamais. Et dans les années difficiles, j'ai des actionnaires qui ont été capables de dire cette année, je ne prends pas. Alors, il y a également pas mal de questions, Cécile, sur l'identification des indicateurs extra-financiers. Pas mal de questions sur est-ce que vous utilisez des ODD, des objectifs de développement durable, pour les fabriquer? Est-ce que c'est issu du dialogue avec les parties prenantes? Et puis ensuite, comment est-ce que votre système de reporting interne est mis en place, en fait, pour pouvoir suivre tous ces indicateurs? Bien sûr, on a des objectifs de développement durable. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est à chaque fois, quand vous regardez le système de notation EcoVadis, à chaque fois sur EcoVadis, on est ranké dans le top 10 des best players parce que depuis des années, on a nos indicateurs. Donc, quand vous regardez le doc de REF, dans notre doc de REF, il y a l'ensemble des indicateurs qui sont affichés, notre ambition à horizon 2025 et où on en est sur notre feuille de route. Et c'est ce que je vous dis, on repart à chaque fois des 5 piliers et sur chacun de ces piliers, on a les indicateurs qui sont nommés. Donc, là où aujourd'hui on a encore à travailler, c'est là où le travail avec l'ISIT et la data est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on remettait à jour, par exemple, l'impact climat. C'était énormément de travail pour l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes opérations, que ce soit l'équipe RSE. Donc, la feuille de route carbone, aujourd'hui, on avait une mise à jour une fois par an. Ce n'est pas du tout suffisant. En fait, il faut qu'on soit capable d'avoir, comme on le fait en finance, tous les quarters, une mise à jour des KPI qui nous paraissent essentiels. Et c'est pour ça que ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a regardé les 5 axes. On avait beaucoup d'initiatives derrière chacun des axes et donc beaucoup de KPI. Et on s'est dit, sur les 5, il m'en faut un. Et donc, aujourd'hui, on va piloter l'entreprise avec 5 KPI. Un KPI qui sera au-dessus, qui est assez intéressant, qui sera finalement une formule qui englobera les 5 pour qu'on puisse aussi avoir un métrique, parce que ça a une valeur de simplicité d'en suivre un. Et on est en train de mettre en place les outils de pilotage qui permettront de piloter ces 5 KPI tout au long de l'année, comme on le pilote aujourd'hui sur la performance financière. Mais c'est un long chemin. Je ne suis pas en train de dire que ça se fait en un claquement de doigts. C'est long, il faut des systèmes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être dans la logique de petits pas. Et chaque année, on fait un peu mieux. Les KPI, ils vont être pilotés, on imagine, par la direction financière. Le KPI qui va encadrer les 4 ans, est-ce qu'on peut avoir une idée? Parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quand même plein de choses super qui vont sortir et sur lesquelles on communiquera dans les prochains mois et qui seront, je pense, super intéressants et innovants. Donc là, on est encore un peu trop au milieu du guet et en train d'y travailler. Donc, mais c'était juste pour illustrer le fait que ce sont des vrais sujets, ces sujets de KPI et de gouvernance, qu'on y travaille et qu'à horizon, je pense, entre 6 mois et 9 mois, on pourra tout vous dire.
Stéphane? On est quand même tenté de revenir sur l'affaire qui secoue Paris en ce moment dans le domaine du food, qui est l'affaire Danone, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Il y a les pro-Faber qui disent que ce sont des fonds activistes vautours qui s'acharnent sur un homme qui avait une sorte de moine, qui avait transformé son entreprise en une chose unique au monde. Et puis, vous avez de l'autre côté des gens qui disent, bah oui, mais le problème, c'est que, et ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure, la performance n'était pas là. Elle n'était pas là, elle n'était pas du tout là même, et que donc il était temps de changer. Donc, quelle est sans entrer dans les détails et faire de la polémique gratuite, quelle est votre lecture comment est-ce qu'il faut voir, comment est-ce qu'il faut analyser l'affaire Danone? Évidemment, je ne commenterai pas les problèmes de gouvernance actuels de Danone, hein, ce serait déplacé de ma part et je pense que d'ailleurs ce qu'il faut reconnaître à Emmanuel Faber, c'est une vision incroyable et ça a été quand même le premier à poser le sujet de l'agriculture régénératrice, ça a été le premier à poser le sujet du pivot vers une alimentation plus végétale. Donc, il aura servi, ça j'en suis sûre, la cause de la responsabilité tout au long de son action. Maintenant, ce qui est très clair encore une fois, c'est que moi, ce qui nous dessert beaucoup en ce moment dans ce qu'on lit, c'est en fait, on a sanctionné la RSE. Non, ah non, les fonds ne sanctionnent pas la RSE aujourd'hui chez Danone. Il n'y a pas eu une communication qui disait que Danone devait abandonner le fait d'être une entreprise à mission. Personne n'a challengé l'entreprise à mission. C'est pas vrai. Donc là, pour le coup, je pense que le débat n'est pas le bon. On demande aujourd'hui, c'est difficile, hein, c'est pour ça d'ailleurs que d'avoir une gouvernance séparée de CEO et de président, c'est peut-être pas absurde non plus, parce que la gouvernance aujourd'hui, ces jobs-là sont devenus d'une infinie complexité. Il faut tenir les deux. En réalité, il faut tenir la performance parce qu'elle va nourrir le chemin de transformation qu'implique la RSE. Et la RSE, c'est l'étoile. C'est le truc qu'on lâche jamais, c'est le rêve, c'est ce qu'on vise, c'est la transformation qu'on veut amener. Donc, et elle va amener de la performance. J'ai aucun doute là-dessus. Je vois bien que les conversations changent avec nos clients, les conversations changent avec nos concitoyens. Donc évidemment que la RSE est de plus en plus un avantage compétitif. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que au même moment où il y a l'affaire Danone, il y a eu aussi aux États-Unis un CEO qui s'est fait sortir par des fonds parce qu'il ne tenait pas sa roadmap RSE. Donc c'est assez intéressant parce que avant on croyait qu'il y avait un totem d'immunité sur la performance. Faux. Le CEO aujourd'hui qui ne tient que la performance se fera sanctionner. Et si on croyait qu'il y avait un totem d'immunité qui était la RSE, bah en fait non, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, le job, il est difficile, mais il faut savoir tenir les deux. Et il n'y a pas de totem d'immunité. C'est un équilibre entre les deux. Alors, il y a aussi une question, peut-être on approche de la fin, mais elle est intéressante, c'est l'exposition en termes de communication. Parce que finalement, cet engagement, plus on va l'exposer en communication et sur les réseaux sociaux, et finalement, plus l'entreprise s'expose, plus l'entreprise peut devenir aussi, je dirais, l'objet de controverses en disant finalement, vous dites ça, mais on a remarqué que sur tel sujet, etc., bah, le groupe Bell n'est pas au rendez-vous. Alors, comment est-ce que vous gérez l'exposition, on va dire plus globalement, du groupe Bell dans sa communication justement d'équilibre entre les impératifs financiers, de profitabilité, et puis également les impératifs, comme on vient de l'évoquer, en matière d'engagement social et environnemental? Nous, on croit à la transparence et on croit à l'explication. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu un premier parti pris qui était déjà, on parle quand on a commencé à faire. Donc, en fait, on s'est mis assez tardivement à parler de RSE parce que, et ça, je pense que c'est très ancré dans les boîtes familiales, vous savez quoi, on fait d'abord. Et on fait savoir après, mais d'abord, on fait. Et puis, quand on avait fait, on s'est dit, bah, c'est quand même dommage de ne pas le faire savoir parce qu'en plus, je suis convaincue de ce que vous dites. C'est-à-dire que plus on sera nombreux à expliquer que c'est possible et qu'on est capable de transformer, plus on va créer un mouvement. Et en fait, c'est quand même ça qu'on cherche.
moi, je ne cherche pas à être la seule à faire du lait durable et à bien payer. J'ai plutôt envie que l'ensemble des laitiers me suivent, parce qu'en plus, là, j'ai plutôt un gap concurrentiel de prix sur le prix du lait. Donc, plus on sera nombreux à le faire, mieux je me porte. Euh, Après, il faut encore une fois accepter de ne pas être parfait, effectivement de s'ouvrir à la critique et de pouvoir systématiquement expliquer. Et moi, je le constate quand même quand on se met dans cette logique, il faut surtout être assez humble. Donc, on a une ambition et un rêve. On a surtout beaucoup d'actions qu'on est en train de mettre en œuvre. On fait en sorte de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Donc, c'est pour ça que pour rebondir sûrement, vous aviez parlé de promesses. Non, en fait, ce n'est pas que de l'incantation et de la promesse, c'est vraiment des choses qu'on est en train de dérouler. Et on n'est pas parfait. Ça, c'est sûr. Loin de là. Mais pour discuter beaucoup avec de NGO et de parties prenantes externes, ils savent bien, en fait, que personne n'est parfait. Ils savent bien que tout le monde est en train de se transformer. Ils savent bien que ça met du temps, la transformation, et qu'on ne pivote pas en 6 mois et qu'on ne fait pas changer toutes nos pratiques agricoles en 6 mois. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de tenir, un discours le plus transparent possible, le plus honnête possible, et de l'humilité par rapport aux enjeux qui sont devant nous et qui sont énormes. Et juste avant que Stéphane ne conclue, on a une question qui est, quelle est votre relation avec le groupe Lactalis? Est-ce que vous avez d'abord des relations et quelles sont-elles? Lactalis est un groupe concurrent du groupe belge sur beaucoup de nos marchés. Lactalis est actionnaire à 25%, mais comme il est concurrent, en fait, il ne fait pas partie de notre gouvernance. Donc, ils assistent comme tout actionnaire à l'Assemblée générale, mais ne fait pas partie de nos instances de gouvernance. Et donc au quotidien, on est plutôt en concurrence sur les marchés, en réalité. Mais c'est vrai qu'ils ne font pas partie de notre gouvernance. Stéphane, tu nous conclus? Écoutez, je crois que là, nous touchons à la fin. Donc, merci infiniment, chère Cécile, d'avoir répondu à toutes ces questions. Si on essaie de faire un résumé, c'est impossible parce que c'était très dense, mais les points que j'ai retenus, le plus fort, qui a été répété à plusieurs reprises sous différentes formes, c'est seule la performance et même le cash, je me souviens du mot, peut permettre de transformer l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas de s'engager dans un discours lénifiant sur la responsabilité. Il faut commencer par faire de la performance et ensuite, on peut faire de la responsabilité dans ce sens-là. Tout le monde ne dit pas ça, donc c'est original. C'est original, c'est bien de le préciser. La deuxième chose, c'est l'évolution incroyable du métier d'acheteur en 20 ans. Nous, à l'Institut, on est très sensible à ça et vous avez insisté là-dessus. C'est plus du tout un métier où on négocie les bouts de chaussettes à chaque instant pour obtenir les meilleurs prix. Troisième chose que j'ai retenue, cette formule, une boîte bouge par les conversations que vous êtes capable de provoquer. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas uniquement à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi entre l'entreprise et les sous-traitants, etc. Un nouveau langage, c'est presque un nouveau langage qui existe et qui Absolument. permet de transformer l'entreprise. Ensuite, une fois que vous avez piloté la RSE comme la finance, c'est gagné. Je retiens cette formule, très, très parlante. Très, très parlante. Voilà, le leader, c'est celui qui va être capable de faire ça, de concilier. On a passé 7 heures à vous embêter avec des questions du genre est-ce que c'est possible de concilier les deux? Votre réponse est simple, la réponse, c'est le leadership, tout simplement. C'est difficile, mais c'est possible. Et puis enfin, un scoop, dans quelques mois, vous allez publier des KPI révolutionnaires et on aura d'une manière ou d'une autre la primeur de ces KPI. Et puis la dernière, j'aime beaucoup aussi, vous parlez quand vous avez fait et pas avant. Ce qui, dans Paris, vous rend assez original, pour être franc. Et légitime. Merci beaucoup, Caroline, Stéphane. toi. Merci beaucoup. Alors, juste avant de se quitter, on a cherché avec Stéphane et l'équipe de l'Institut des publications, livres, références sur la conciliation des enjeux sociaux et environnementaux. Alors, on a trouvé un livre qui va paraître le 21 avril de cette année, qui s'intitule « Vaincre l'injustice climatique et sociale, feuille de combat à les jeunes générations ». Alors,
on a le sentiment, parce qu'on n'a pas encore vu entre les mains, mais en lisant les commentaires, on a le sentiment que c'est un manifeste qui s'inscrit dans la droite ligne du réveil écologique, avec cette originalité qui est que cette génération ne se focalise plus exclusivement sur les enjeux de réchauffement climatique, mais également sur des enjeux qui combinent bien les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, on sent un vocabulaire très combatif, très engagé, très militant également, mais on a été tous et toutes très intéressés par le fait que cette jeune génération prend le sujet, en tout cas, à bras-le-corps et en ne segmentant pas les différents enjeux, mais en les prenant tous ensemble. Donc, rendez-vous, vaincre l'injustice climatique et sociale, feuille de combat à l'usage des jeunes générations. Donc, c'est écrit par Naomi Klein et Rebecca Stefoff, jeunes grandes militantes combatives qui vont dans ce sens et qui cherchent à faire bouger les lignes. Donc ça, c'est également très stimulant. Je vais rebondir juste ce que vous venez de dire, parce que déjà j'adore et donc je vais évidemment acheter le bouquin, mais je vais vous quitter parce que dans une demi-heure à peu près, je serai en prise de parole devant l'ensemble de mes équipes et je vais parler que de la génération Z. Parce que ce qu'il y a de formidable avec cette nouvelle génération, c'est qu'en fait, elle nous oblige et elle va nous obliger à pivoter sur tout. Et donc, je les utilise et je parle toute la journée de génération Z. Je veux on les comprend pas toujours. Et ben en fait, on va les adorer, on va les aimer parce qu'ils ont raison et ils font bouger le système. Donc, je suis pas du tout surprise qu'ils n'opposent pas les deux sujets. Super. Donc, c'est le seul ouvrage. Après maintes et maintes recherches que l'on ait retrouvé qui associe bien ces deux dimensions. Donc, ça nous a réjouis parce qu'on avait posé le sujet avant même de trouver, voilà, ce livre. Donc, ça existe, ça monte et ça va dans le même sens. Et peut-être, Stéphane, je te laisse conclure et remercier tout le monde, peut-être avant de nous quitter sur cette première édition Capitalisme responsable, le talk. Eh ben, merci beaucoup Orlyne, merci beaucoup Cécile. Peut-être qu'il est important de préciser, vous parliez de génération à l'instant, que le prochain talk sera précisément sur ce thème-là. Est-ce que la responsabilité est une affaire de génération ou pas? Et nous aurons comme invité Jean-Claude Legrand, membre du comité super. L'Oréal. Très bon choix. Merci Cécile. J'adore. Sur le bout des doigts. Il me reste à vous remercier, Cécile, très chaleureusement, et à remercier évidemment tous les participants qui ont posé énormément de questions. Merci beaucoup et à dans un mois. Merci à tous. Merci beaucoup encore. La vidéo sera en replay sur le site de l'Institut du capitalisme responsable pour tous ceux et toutes celles qui voudront revoir Cécile, parce que, comme disait Stéphane, c'était tellement riche et tellement dense que ça méritera vraiment la peine d'aller revisionner ces propos. Merci à mon tour. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.